I was very moved by Pearson, very struck by the idea that this Canadian guy got a Nobel Peace Prize. He was able to, stop a war in the Middle East. And I thought, I don't know whether I can ever do that, but I sure would like to be part of a team that was trying to do that. On croit sincèrement au système onusien qui permet de rétablir un peu l'équilibre entre les pays forts et les pays moins forts et qui permet de trouver des solutions démocratiques. Il y a des clubs internationaux où le Canada joue au-dessus de sa force, en particulier à cause de sa géographie. Puis du fait qu'au fil des années, il a souvent utilisé sa proximité avec la Maison-Blanche pour essayer d'influencer ou de changer le cours d'une politique américaine importante. Pour les Américains, il y avait un problème qui était celui de la justification de l'intervention en Irak. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de preuves pour convaincre le juge de la Cour municipale à Shawinigan. Alors, tout de suite, j'avais des doutes. Un pays qui était l'objet d'attaques d'extrémistes et terroristes, dire non au président des États-Unis dans ces circonstances-là, c'était pas un enjeu facile. Alors, je pensais que j'étais pas certain qu'il dirait non. C'est là qu'on réalise, c'est pas si clair que ça, quelle est la bonne voie, quelle est la bonne décision à prendre. Et surtout que des fois, on se rend compte que des décisions ont été prises pour de mauvaises raisons et donnent de bonnes conséquences, et qu'il y a des décisions qui ont été prises pour de bonnes raisons et qui donnent des chaos indescriptibles. Début février, on est arrivé avec M. Chrétien à la Maison-Blanche. Le président Bush était déjà installé là depuis quelques jours et c'était son premier visiteur étranger. La presse voulait que j'aille de mauvaises relations avec George Bush. Personnellement, il était plutôt gentil avec moi. On faisait des blagues. J'étais le seul personnage qui pouvait lui parler de baseball puis de football américain parce que j'aime les sports et lui aussi. Notre premier ministre, lui, était déjà premier ministre, si ma mémoire est bonne, depuis 6-7 ans. Puis il avait été ministre dans 8 ou 9 portefeuilles différents. Une longue histoire politique fédérale, nationale. Alors que M. Bush avait fait de la politique au Texas. Il avait été gouverneur, mais c'est autre chose. C'est comme dire, tu as été premier ministre provincial, tu deviens premier ministre fédéral. C'est pas tout à fait le même niveau de difficulté. On se moquait du fait qu'il n'avait pas voyagé. Il était allé une fois en Chine visiter son père, qui était l'ambassadeur de Chine. Les autres visites avaient été au Mexique, mais au Canada une fois ou deux avec son équipe de baseball. Alors, c'était pas un gars qui était familier avec la situation internationale. La première rencontre avec M. Bush, selon moi, et je pense que c'était leur avis de l'autre côté, a été très positive, tout en sachant dès le départ, c'était dans nos notes, que sur le plan de politique sociale ou intérieure, on était assez loin l'un de l'autre. Il fallait qu'on sorte de là, nous en tout cas, avant de rentrer à Ottawa, en se disant on a brisé la glace. On a trouvé qu'est-ce qui va bien marcher entre nos deux chefs. On n'a pas réglé les problèmes du monde ce jour-là. C'est une occasion de mieux se connaître. Was obviously a tragic day. Number one, but forget where one was. I was jogging in Central Park, so one of the airplanes had to go over my head. I didn't realize it at the time, but one of the planes flew down the park. And I came back from jogging, and my daughter said to me, "Daddy, a plane has flown into the World Trade Center." There had been such a thing where somebody had crashed into the Empire State Building, so I thought that's what had happened. And as we were
We were watching some guy on the ground. They were interviewing a man who was a pilot. He said, no, it wasn't a small plane. It was a 737 that I recognized. And as he was talking, or shortly after, there was another plane. Then I knew that this was something bad that was happening. These were not accidents. On n'était pas nécessairement prêts, sauf qu'on savait qu'on avait à notre disposition toutes sortes de moyens et qu'on avait surtout là à gérer une relation avec notre voisin qui venait d'être attaqué. On a commencé des conversations par téléphone pour, par exemple, c'est le ministre des Transports, proposer aux Américains d'atterrir chez nous, parce que là, on venait d'apprendre qu'ils avaient fermé tous leurs aéroports, mais en même temps, il fallait qu'on travaille avec nos propres agents de renseignement, nos propres militaires, pour savoir est-ce qu'il y a quelque part un troisième ou un quatrième avion. On n'est pas loin d'Ottawa, puis de Toronto, puis de Montréal. C'était pas une guerre au Moyen-Orient ou en Asie du Sud-Est, à côté de chez nous. Mais là, c'est Bush qui est au pouvoir. Il y a une bonne partie des Canadiens qui pensent qu'il n'est pas fiable, puis qu'il ne sera pas à la hauteur. Puis c'est vrai qu'avant le 11 septembre, George W. Bush n'est pas considéré comme un président important ou fiable. Ça va pas si bien que ça, sa présidence. J'étais dans une réunion avec le président Bush, le premier ministre Chrétien, à peu près 10 jours après le 11 septembre. Une réunion que je n'oublierai jamais. Parce que le président expliquait que c'était l'après-midi, même après notre réunion, il devait aller voir les époux, les épouses de l'avion qui était tombé en Pennsylvanie. Alors, il a dit, je ne sais pas si je vais être capable de contrôler mes émotions. Puis, il a dit, j'ai un devoir épouvantable à ce moment-ci. Je dois gérer la vengeance du peuple américain. En anglais, il a dit, I must manage the bloodlust of the American people. En écoutant ça du président des États-Unis, on comprenait le sens de responsabilité. C'était un homme réfléchi, connaissant les défis devant lui. Et j'étais personnellement extrêmement impressionné, le premier ministre aussi. Walking to the office for the next while, quite a long while, most of the time I was in New York, I think. I didn't any longer take the shortest way, I took the sunniest way. I wanted, because this is a city of canyons, it's a city of shadows, and I wanted to be out of the shadow. I wanted to be in the sun, I wanted the brightness, because it was very depressing to be working in New York at that time. La veille du 11 septembre, le Parlement fédéral, à toute fin pratique, est un endroit où il ne se passe pas grand-chose parce qu'on a deux canards boiteux de façon différente qui sont vis-à-vis l'un de l'autre à la Chambre des communes. Jean Chrétien, donc, qui est en fin de règne, plein de monde, à commencer par la majorité de ses députés qui sont assis sur le bord de leur chaise à compter les minutes avant qu'ils partent. En principe, il n'y a pas l'autorité pour faire grand-chose d'important. Alors même que nous pleurons nos propres morts, le message que nous adressons au peuple américain est tout aussi clair. Ne perdez pas courage. Vous n'êtes pas seul dans votre épreuve. Nous sommes avec vous. Le monde entier est avec vous. Et là, du jour au lendemain, il y a un dossier sur lequel non seulement il peut faire travailler son monde, ce qu'il forcément va faire, mais en plus, éventuellement, quand on va avoir ce débat sur la guerre en Irak, va finir par quitter le pouvoir au sommet de sa gloire, laisser un parti libéral à 55 % dans les sondages, mais en grande partie à cause de décisions qu'il n'avait jamais imaginé qu'il serait appelé à prendre parce que le 11 septembre, tout à coup, a complètement changé la donne. Là, on s'est mis à parler plus de
politique internationale difficile, c'est-à-dire le combat contre le terrorisme, puis qu'est-ce qu'on allait faire en Afghanistan. L'OTAN nous a demandé, les Nations unies nous ont demandé d'aller en Afghanistan. Alors j'étais premier ministre, j'ai dit oui. La politique du Canada, c'est qu'on est disponible lorsque les Nations unies nous demandent d'intervenir ou que la clause numéro 5 de l'OTAN, parce qu'on est obligé par le traité de l'OTAN, si un des pays de l'OTAN est attaqué, on est obligé d'aller les aider à se défendre. Alors, on doit respecter nos obligations internationales. Pour la première fois de notre vivant d'électeurs et du vivant des politiciens canadiens, la sécurité devient plus importante que le commerce pour les Américains. Et puis là, tout à coup, premier problème que tous les partis à Ottawa sont obligés de considérer, c'est que la frontière pourrait fermer ou en tout cas devenir tellement difficile à franchir à la hauteur de notre relation commerciale. Et pour s'assurer que ça n'arrive pas, on va prendre toutes sortes de décisions sur toutes sortes de fronts. Mer à Or, qu'on va laisser se faire torturer en Syrie, d'autres citoyens canadiens qu'on a laissés sécher dans des endroits. C'est des décisions qui reviennent à cette espèce d'idée qu'il faut montrer qu'on est sérieux. Nous, on fait ce qu'il faut. Et que donc, on est des partenaires fiables et qu'au niveau de la sécurité, s'il peut y avoir une forteresse Amérique, on est dedans. Dans le cas de l'Irak, il y a cette idée de faire cette démonstration de force au Moyen-Orient. Ça, c'est fondamental. Mais il y a aussi de répondre à cette opinion publique qui a peur, qui est stressée, qui veut qu'on défende effectivement le territoire parce qu'on craint que ça se reproduise. Et évidemment, l'administration Bush a tellement réussi à mettre dans la tête des Américains qu'il y a un lien entre l'Irak et le 11 septembre que, les Américains disent « allons-y ». The Americans had been attacked on 9/11 out of the blue by Arabs from Saudi Arabia. But the fundamental point there is they wanted to kick somebody's butt. They wanted to get revenge, and they didn't care very much. And people didn't know. A lot of people didn't understand the difference. You know, when you said to them, "But you know, you're attacking Iraq, and these guys came from Saudi Arabia," doesn't that sound a little strange to you? And most Americans never went that deeply. They just thought they had been attacked and they were hitting back, and that was a good thing. Nos amis américains peut-être n'ont pas toujours la forme, n'ont pas nécessairement, même au plus haut niveau, les plus grandes connaissances d'histoire et de géographie, mais ils ont le poids. On a besoin d'un ennemi quand on est une grande puissance, si on veut le demeurer. Évidemment, la meilleure façon de demeurer une grande puissance, c'est d'instrumentaliser la menace. On le fait pour les Soviétiques, on le fait pour le terrorisme. On instrumentalise la menace pour s'assurer de l'appui de l'opinion publique. Et ça fonctionne plutôt bien parce que la peur, généralement, en politique, c'est un bon moteur, que ce soit en politique étrangère ou en politique intérieure, par exemple. Où j'avais commencé à la télévision, on répète, puis à un moment donné, on s'en achète un coup. Tu sais, ça force, ça vient que ça rentre. We know that Russia today is regarded as a grave threat to our nation, to our freedom, to the peace of the world. The leaders of Russia tell us their only concern is the defense of their own nation. Is this so? Or are they ambitious for world conquest? Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, émerge à Washington une perspective sur le monde, en même temps que les États-Unis devenaient une grande puissance en rivalité avec l'Union soviétique. Les Américains étaient, j'allais dire, sincèrement motivés par un sentiment profondément anticommuniste. Et ils étaient réellement convaincus qu'il y avait un danger et que si tel État tombait dans le communisme, c'est le début de la fin pour le monde. Soon after the end of World War II, Russia had occupied many new territories, bringing additional millions of people under communist control. For these people, for ourselves, for everyone, we want freedom, not tyranny. On n'a pas bien compris
on s'est pas renseigné suffisamment. Et ça, c'est une erreur que les Américains font souvent. Et c'est une erreur qu'ils répètent, malheureusement. C'est que pour eux, justement, parce qu'ils ont cette impression d'être exceptionnels, parce qu'ils ont l'impression d'être investis de cette mission divine, ils arrivent avec, mais écoutez, la liberté, la démocratie. Alors, comment vous pouvez souscrire aux communistes quand regardez ce qu'on vous offre? Et on comprend pas ce rejet-là. Donc, on pense à chaque fois que quand un peuple se bat, c'est pour se battre contre les communistes ou pour les communistes. On peut pas imaginer qu'il y a autre chose derrière ça. Les interventions vont devenir le premier choix, la première alternative, la première option dans la politique étrangère américaine. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voir toute une série d'interventions, parfois militaires directes et souvent à travers des opérations secrètes menées par la CIA. Vous avez l'intervention en Iran en 1953 qui a renversé un gouvernement élu, celui de Mossadegh, et à sa place, on a installé un régime monarchique autoritaire qui va finir par s'effondrer bien plus tard en 1979, suivi par une intervention au Guatemala qui, là aussi, a renversé un gouvernement élu. Il y a eu une intervention minime, mais assez importante dans l'histoire du Moyen-Orient à la fin des années 50 au Liban. Ensuite, l'intervention massive au Vietnam dans les années 60. Et le soutien aussi au changement de régime en Indonésie en 1965, qui s'est fait avec un massacre de masse, sans doute le coup d'État le plus sanglant de la seconde moitié du XXe siècle. Nous allons voir des interventions plus tard dans les années 80 en Amérique centrale également, toujours dans la logique de si vous êtes indépendant, si vous êtes non aligné, c'est que vous êtes aligné sur l'Union soviétique et par conséquent, vous devenez une cible légitime. On s'est donné pour mission d'intervenir partout, en particulier quand il y avait des régimes communistes qui s'installaient. Donc là, il y avait clairement une notion d'intérêt. Il y avait une notion de sécurité, mais la menace a été hautement exagérée, justement parce qu'il y avait des questions d'intérêt, essentiellement financiers, mais politiques aussi. Ça fait partie de leur économie. Leur économie est basée sur, en grande partie, sur les dépenses de défense. C'est inévitable. Ils ont besoin d'ennemis tout le temps. Vous vous rappelez, à un moment donné, Reagan n'avait pas d'ennemis, alors il avait décidé d'envahir la Grenade. Il y avait plus de journalistes de CNN qu'il y avait de soldats de Grenadiens sur les plages. Alors, c'est un peu ridicule. Le nombre de dictatures militaires qui ont été soit installées, soit soutenues par les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale prouve clairement que les intérêts politiques et économiques, diplomatiques et militaires des États-Unis priment automatiquement et systématiquement sur les valeurs démocratiques. Ce coup d'arrêt à la démocratisation va faire en sorte que les gens qui ont lutté pour la démocratie dans ces pays vont prendre des décennies de retard avant de pouvoir réenclencher laborieusement le processus de démocratisation. Vous pouvez imaginer que le futur de ces pays-là aurait été, du point de vue social, du point de vue culturel, du point de vue économique et du point de vue politique, totalement différent si ces interventions n'avaient pas eu lieu. Je l'ai déjà même dit à Condoleezza Rice, qui m'avait annoncé un jour dans une conversation que la Maison-Blanche venait de se munir d'un ambassadeur spécial pour améliorer l'image des États-Unis dans le monde. Puis moi, j'avais dit en blaguant, je ne suis pas certain que Condoleezza Rice a ri, j'avais dit, c'est très facile, changez votre politique étrangère. Vous aurez moins d'ennemis. Le problème, c'est qu'on ne comprenait pas que les conséquences des actions passées allaient rattraper les États-Unis à un moment donné. Toute crise est aussi une opportunité. Et ça allait faire partie des opportunités de l'après 11 septembre du point de vue de la Maison-Blanche de Bush, de se payer une aventure plus décisive en Irak. Our principles and our security are challenged today by outlaw groups and regimes that accept no law of morality. In one place, in one regime, we find all these dangers.
in their most lethal and aggressive forms. Exactly the kind of aggressive threat the United Nations was born to confront. Preemption requires an immediacy. It requires a threat that is a serious threat of international conflict, of international war, and it requires it to be of immediate significance. In other words, you cannot wait to defend yourself. You have a right to defend yourself, and preemption means you see it coming and you intervene first to stop it from happening. That's legal under international law. I'm oversimplifying it a bit, but that's essentially it. Saddam Hussein's regime is a grave and gathering danger. To suggest otherwise is to hope against the evidence. To assume this regime's good faith is to bet the lives of millions and the peace of the world in a reckless gamble. And this is a risk we must not take. The Americans try to make the case that in an age of weapons of mass destruction and nuclear weapons, countries had a right to act preventatively. But the problem is not everybody, in fact, almost nobody else agreed with this interpretation, because that's the law of the jungle. You say to yourself, well, I thought they were going to act, so I was justified in attacking them. That would lead to a situation of instability and chaos. So no one has accepted, I don't think, no one else has accepted the American argument that prevention was an acceptable way to behave. It was really, and prevention was not preemption. Essayons de prévenir d'autres catastrophes, essayons d'éradiquer nos futurs ennemis, autrement dit. Et l'Irak est sur la table, comme d'autres pays sont sur la table aussi. Le Pentagone élabore différents scénarios à toutes les années au cas où il se passe quelque chose dans telle région ou avec tel pays. Alors, on a déjà toujours des scénarios, mais c'était évidemment, pour plusieurs des conseillers de W. Bush, un lieu justement de réaffirmation de la domination américaine. Et malgré le fait qu'on a tendance à penser qu'il s'agit d'un désordre permanent et généralisé, la réalité est que le Moyen-Orient est organisé selon un ordre géopolitique et régional précis, pyramidal et hiérarchique, à la tête de laquelle se trouvent les États-Unis. Le Moyen-Orient, dans la discussion et dans l'imaginaire politique à Washington, ce n'est pas de la politique étrangère, c'est de la politique domestique. Les deux États principaux les plus proches de Washington, qui ont beaucoup d'influence à Washington, c'est l'Arabie saoudite et Israël. C'est ce triangle-là qui se trouve au sommet de la pyramide. Troisième niveau dans cette hiérarchie en partant du haut, c'est là que nous trouvons le Qatar, les Émirats arabes unis, Oman et le Koweït. Ce sont des petits pays très riches qui sont totalement alignés sur les intérêts américains et accessoirement les intérêts occidentaux dans le monde. Vous avez ensuite d'autres monarchies qui les soutiennent, comme le Maroc et la Jordanie, et vous remarquerez que tous les États que j'ai cités jusqu'à présent sont des monarchies. Tout en bas de la pyramide, c'est-à-dire là où on va trouver les États qui sont dominés dans cet ordre régional. Les États qui sont les plus peuplés et les États qui ne sont pas des monarchies, mais des républiques qui ont vu le jour grâce à des luttes de libération nationale, grâce à un mouvement de modernisation et grâce à une volonté d'indépendance, notamment pendant la guerre froide, à la fois par rapport aux États-Unis et par rapport à l'Union soviétique. Et c'est là qu'on trouve des pays comme l'Égypte, comme la Syrie, comme l'Irak, comme le Liban, comme l'Algérie, comme la Tunisie, etc. Les États de la base de la pyramide sont totalement dominés. C'est là où il y a les guerres. Vous ne verrez pas de guerre dans les autres niveaux de la pyramide, mais toujours au niveau de la base, parce que c'est dans ces pays-là qu'on voit la possibilité d'une menace et d'une alternative moderne à cet ordre fondé sur la domination. Quand on essaie de comprendre l'Irak avait été soutenu et appuyé à la fois par les Américains
et par l'Arabie saoudite et les pays du Golfe durant les années 80, parce que l'Irak menait la guerre à l'Iran, un pays qui, après la révolution de 1979, était perçu comme une menace à cet ordre-là. L'erreur que Saddam Hussein va connaître après la fin de cette guerre-là, c'est de penser que le rôle qu'il a joué dans les années 80 lui donnait de capital politique auprès des Saoudiens et auprès des Américains pour pouvoir jouer un rôle plus important dans cette pyramide-là. Quand un pays comme l'Irak envahit un pays comme le Koweït, qui se trouve à un autre niveau de la pyramide, c'est comme si qu'il attaquait aussi l'Arabie saoudite et par ricochet les États-Unis. Donc il est impossible que les Américains et les Saoudiens ne ripostent pas à une action aussi cavalière de la part de l'Irak. Si on laisse l'Irak envahir le Koweït, bien évidemment, après, il y aura autre chose sans doute. Saddam Hussein ne s'arrêtera sans doute pas là. Alors, ce qu'on veut, si on veut éviter que l'Iran, par exemple, réplique, on veut éviter l'escalade, autrement dit, au Moyen-Orient. Parce que tant que l'URSS et les États-Unis étaient dans cette guerre froide, chacun avait ses pions, autrement dit, dans la région, et ça permettait de mettre un peu le couvercle sur la marmite. Mais là, une fois qu'il n'y a plus ce couvercle-là, les États-Unis essaient de calmer un peu les rapports de force dans la région. L'invasion du Koweït a coïncidé avec la fin de la guerre froide. Par conséquent, une intervention internationale massive ne pouvait pas se faire sous le prétexte idéologique de la lutte au communisme. À partir du moment où ce prétexte-là disparaissait avec la disparition de la guerre froide. Il fallait autre chose. Ce qu'il fallait trouver, c'était la référence à la légitimité légale. Et c'est exactement cela qui va se produire pendant la première guerre du Golfe, qui a été menée au nom du droit international. Prime Minister Mulrooney had persuaded the older President Bush the first, that with Saddam Hussein's invasion of Kuwait, to create an international coalition. And Bush did that. Bush, who had also been the United States ambassador to the UN, understood how this place worked. And he created a coalition that involved Arab countries, that involved European countries, Asian countries, everybody was in the coalition. On est allé parce qu'il y avait réellement un consensus. On avait convenu que si, disons, 80% de la population du globe est d'accord pour dire que il faut qu'on intervienne dans la guerre du Golfe, le Canada embarque. On passe de l'idéologique au légal et au droit international. Encore une fois, ce n'est qu'un prétexte ou qu'une excuse, parce que la réalité est que l'intervention au Koweït était motivée par le maintien d'un allié et le maintien d'un ordre régional. Là, c'est le moment unipolaire américain. Ils se rendent compte qu'ils sont la seule superpuissance au monde. Ils ont des budgets de défense de 700 milliards de dollars par année néanmoins. C'est beaucoup d'emplois aussi, l'armée. Alors, on ne peut pas la démanteler comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, c'est Clinton qui est là. Et Clinton se dit, faisons de l'humanitaire un peu. Essayons d'utiliser, d'une certaine façon, cet arsenal-là pour aider les peuples qui souhaitent se libérer de l'oppression, pour aider les peuples qui sont victimes d'exactions. Évidemment, ça ne fonctionne pas très bien parce que c'est d'abord la Somalie qui est un fiasco complet en 1993. Et d'ailleurs, la défaite de la Somalie, ou en tout cas le fiasco somalien, va amener Clinton à dire « Parfait, on va établir une règle. Nous n'interviendrons plus dans les conflits dans lesquels nous n'avons pas d'intérêt. » Et c'est pour ça, entre autres, qu'ils n'iront pas au Rwanda par la suite, parce que justement, la Somalie avant. Le Rwanda, ce n'est pas le Koweït. Donc forcément, le classement du Rwanda dans la liste des priorités américaines est
est bien bas comparé au classement d'un pays comme le Koweït. La même chose pour l'ex-Yougoslavie. L'ex-Yougoslavie était vue par les Américains comme étant la cour arrière des Européens. C'est votre problème, règle-le. Donc, on s'est retrouvé finalement dans une espèce de parenthèse historique. On n'a plus d'ennemis, mais en même temps, si on veut éviter d'en avoir un nouveau, il faut maintenir cette supériorité militaire. Il faut faire ces démonstrations de force. Et toutes ces opérations-là, la Bosnie, tout ça, qui vont arriver par la suite, vont démontrer l'incapacité des États-Unis, en fait l'incapacité de l'armée américaine à agir dans des conflits plus limités en termes de terrain aussi, mais va aussi démontrer toute l'incohérence de la politique étrangère américaine à ce moment précis de l'histoire. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who had used to work for me, and one of the generals called me in. He said, "Sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, "No." He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" He said, "I don't know." He said, "I guess they don't know what else to do." So I said, "Well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda?" He said, No. He says, "There's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And he said, "I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail." Tout le monde savait que Saddam Hussein est un laïc. C'est très difficile de l'accuser du 11 septembre, même si les Américains ont essayé. Ils ont essayé de faire un lien entre Saddam Hussein, Al-Qaïda, etc. Et certains Américains ont cru que c'est l'Irak qui était derrière le 11 septembre. Mais ce n'était pas suffisant pour avoir une coalition. Donc il leur fallait autre chose. Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use them against our friends, against our allies, and against us. On a décidé qu'il faut se débarrasser de Saddam Hussein. Mais la meilleure façon d'y arriver, c'est de convaincre le monde qu'il a des armes de destruction massive. Il est dangereux. Il n'est pas dangereux juste avec son peuple, avec le non-respect des droits de la personne, puis l'usage de bombes de toutes sortes contre ces gens. Mais il est dangereux pour nous tous. D'abord pour le Moyen-Orient. Donc il faut intervenir avant que ça saute. They really did think Saddam Hussein could ultimately be a danger. You see the way Americans are reacting now to Korea. You see the way they're reacting to the nuclear weapons capability of Iran. Well, they were looking at Saddam Hussein and saying, "This, he's had a nuclear program, doesn't have one now. Perhaps he does. Perhaps it's hidden. This is somebody we can't trust, and therefore, they acted against him." Some people say it was about oil. I don't think it was about oil. I think that American companies sufficiently dominated the Middle East anyway that I don't think they needed a war to do that. And these guys were neocons, and they weren't much troubled by international relations, international law. They really didn't think it mattered very much. A number of them were very close to the government of Israel, and they probably thought that this was a side benefit, if not the actual benefit, would be to make Israel more secure by getting rid of this dangerous guy who was living in the neighborhood. Les néoconservateurs, il faut bien comprendre que c'est un groupe qui était opposé au processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Et donc, pour les néoconservateurs, l'Irak ne devait être qu'un début. L'idée était d'intervenir en Irak, ensuite intervenir en Syrie, ensuite intervenir au Yémen, etc., etc., etc. C'était ça l'objectif. Et les pays où on voulait intervenir, ce sont les pays qui ont généré historiquement le soutien à la cause palestinienne. I came back to see him a few weeks later,
And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I had a friend who was a general, an American general from the Pentagon, and I was at a conference with him in about March or February of 2002, and he told me that essentially, if you were an American general and you had reservations, if you expressed reservations about going to war in Iraq, your career was essentially sidelined. You had to be in favor. If you wanted to go ahead, you were going to have to be in favor of the war. In about July of that year, Condoleezza Rice, who was the National Security Advisor, basically said the decision's already been made. In August, Andy Card, who was the chief of staff of President Bush, said that they would be bringing out a new policy in September because, as a former marketing executive, I guess, he said you don't bring out a new product in the summer. So they had made up their mind pretty much of what they were going to do, what they wanted to do. J'ai toujours eu l'impression que dès le mois d'août, ils avaient été décidés par les Américains, et peut-être par les Anglais en même temps, qu'ils allaient faire la guerre. Et que ça allait se passer à un temps favorable dans la température en février ou mars, dans ce temps-là. Et que le reste, c'était... on va le faire de toute façon. Les Américains avaient une sorte de deadline, eux aussi, c'était une question de température. Ils voulaient faire la guerre avant qu'il fasse tellement chaud que les soldats n'étaient pas capables de porter les 100 kilos sur leur dos à 40-45 degrés centigrades. Quand j'ai vu Bush, qui me parlait des armements de destruction massive, il dit, maman, j'ai dit, il sert de ça, c'est dangereux, il va s'en servir comme tout le monde. J'ai dit, écoutez, êtes-vous sûr qu'il y en a? J'ai dit, moi, je ne suis pas convaincu. Nous, le Canada, on sera avec vous. Mais pour être avec vous, il faudra que vous ayez le support des Nations Unies. Et pour avoir le support des Nations Unies, il faudra que vous ayez de meilleures preuves qu'il y a des armements de destruction massive. Alors, il me dit, c'est clair, ils en ont. J'ai dit, je regrette. Moi, je lis les informations qu'on me donne, je suis loin d'être convaincu. Et là, il m'a dit, Jean, je vais vous envoyer nos gens pour vous en donner la preuve. J'ai dit, non, j'ai mes propres informations, on a accès aux mêmes informations en principe, et je voudrais me convaincre à partir des données que nous avons. Et je ne veux pas que vous m'envoyiez des gens me briefer, parce que je pensais que c'était inacceptable. When I joined the Foreign Service many years ago, we relied a lot on British reporting, diplomatic reporting, British intelligence reporting, and we were part of the Five Eyes intelligence sharing group. And what was apparent to me throughout my career was that we had to make our own assessments. We had to have our own understanding of what was going on in the world. We had to make our own assessments, and we had to make our own decisions. That it wasn't going to be enough to rely on these outside sources. Après ma rencontre à Détroit, j'étais allé à une réunion en Afrique du Sud. Et un soir, j'étais prendre une bière dans un bar avec Blair, et puis Blair me disait « Il faut se débarrasser de Saddam Hussein, c'est un dictateur terrible. » Je me rappelle, elle va dire à Blair « c'est bien, mais si on est dans la business, si je peux employer le mot anglais, d'éliminer les dictateurs qu'on n'aime pas, si on l'élimine, lui, qui sera le suivant après? On est ici en Afrique du Sud. Pourquoi qu'on ne va pas chez le voisin au Zimbabwe? Mugabe est là, qui apparemment il ne conduit pas son bateau d'une façon très acceptable pour nous. Et là, Blair m'avait dit, Jean, écoute, là, Mugabe et Saddam, c'est pas la même chose. Et je lui avais répondu, c'est sûr que Mugabe et Saddam, c'est pas la même chose. Mugabe, lui, il n'y a pas de pétrole.
Et il avait été venu blanc quand je lui ai dit ça. Et il a été par la suite en colère avec moi pendant un bon bout de temps. A resolution was tabled here in the UN Security Council, and it essentially, the entire Security Council, including the Russians, including the Chinese, including everybody else, found that that the Iraqis were in material breach of the previous resolutions that ended the Gulf War, of 1990. The resolution sets out in clear terms Iraq's obligation to cooperate with the United Nations in ensuring the full and final disarmament of its weapons of mass destruction. But it didn't authorize action. The great distinction in this is that a Security Council resolution under Chapter 7, which makes a decision mandatory, gives authority to member states to take all necessary steps. That means go to war if you think you must. The most that the Americans could persuade the other members of the council to accept was that there would be serious consequences if it was not. Serious consequences is not the same thing as use all available means. So the Russians and the French, and Germans, and practically everybody else in the entire organization knew there had to be a second authorizing resolution. Il allait souvent à la Maison-Blanche, Blair. Il est retourné voir Bush à ce sujet. Et ils ont décidé d'essayer d'avoir une nouvelle résolution aux Nations Unies. Et là, on a travaillé très fort là-dessus. Parmi les arguments que nous avions, c'est qu'il y avait Blix, qui était le Suédois, qui faisait l'enquête pour savoir s'il y avait oui ou non des armements de destruction massive, qui lui demandait un délai pour pouvoir s'assurer s'il y en a ou s'il n'y en a pas. The Americans were reluctant. They wanted to get on with it. They knew what they wanted to do. But Kofi managed to get the world to send in the weapons inspectors, which was going to take some time. The British wanted to have a second resolution, so the Americans acquiesced, even though they didn't want it. And the British and the Americans were not able to sell that second resolution to the rest of the membership. The rest of the membership didn't believe the casus belli, didn't believe that this war should happen, didn't believe the war was necessary. They weren't whitewashing Saddam Hussein. Everybody knew what he had done by gassing the Kurds and other atrocities he'd perpetrated. But if you haven't done anything about it in 10 or 15 years, it seems unpersuasive to say, okay, now's the time to act. So the rest of the membership was very skeptical of the American position. It wasn't a case, in most people's mind, of a war as a last resort. It was war as a first choice. Ils sont mis à parler des amis des États-Unis, qu'elle appuyait les États-Unis et tout ça. Ils me disaient, si on va à la guerre, allez-vous être avec nous? Ceux qui ont appuyé les États-Unis dans du G8, il y a eu les Italiens, il y a eu les Japonais et Tony Blair de la Grande-Bretagne, tandis qu'on était 4 de l'autre côté, il y avait Chirac, il y avait Poutine, Schroeder et moi-même. Alors ça avait divisé le G8 en deux. The government was not very happy to be in a situation in which our major allies, the United States and Britain, were going one way, and others of our allies were going another way. There was a desire to see whether we can't do something about this, because it was very clear we were headed towards war. Je pense que ce sur quoi M. Chrétien comptait, c'est sur le fait que beaucoup de nos amis, alliés, souhaitaient aussi l'épreuve. Chacun espérant que M. Blix, entre autres, un des grands inspecteurs, là, nous arrive un jour au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, disant voilà des photos. Malheureusement, c'est vrai. I was looking at the same reports, the same weapons inspectors' reports, as the Americans were looking at. And I was talking to the chief weapons inspector, Hans Blix,
And he said that in his experience, where everybody else was putting a question mark on something, the Americans were putting exclamation marks. And the Americans were persuading themselves that it was appropriate, that they had a casus belli. On sentait qu'à Washington, il y avait comme des plans déjà faits où les moteurs des avions roulaient. On voulait donc que Blix nous trouve au moins une arme de destruction massive. La solution, en tout cas aux yeux des Canadiens, c'était de trouver une entente au Conseil de sécurité, mais n'oubliez pas qu'on n'était pas membre. Alors, il fallait qu'on travaille en coulisses, ce qui n'est jamais facile. Mais on avait des amis parmi les présidents d'Amérique du Sud qui, eux, siégeaient temporairement au Conseil de sécurité. Donc, là, en particulier, le Mexique et le Chili. Et les deux me consultaient. Et très souvent, il y avait des tentatives de résolution, et même si on n'était plus au Conseil de sécurité, Henry Bricker était très respecté aux Nations unies, on était très impliqués dans les discussions, même si on avait été remplacé. Et Bush m'avait reproché, il dit « Jean, tu peux décider ce que tu veux, mais influence pas les autres. » Parce que les autres n'ont pas voulu appuyer les États-Unis non plus. J'oserais jamais dire qu'ils étaient nos porte-paroles. Disons qu'on leur soufflait des textes qui pourraient permettre, c'est ce qu'on souhaitait dans un premier temps, permettre d'allonger un peu le mandat des inspecteurs. En disant, on leur donne un autre 2 mois ou 3 mois, parce qu'ils nous ont dit qu'ils n'ont pas de soupçons, mais ils n'ont pas encore fait tout le territoire. Donc, on n'essayait pas de dire, c'est fini, là, il n'y a pas raison d'intervenir. On n'essayait pas de dire, il n'y en a pas d'armes de destruction massive. On voulait avoir quelques semaines de plus pour pouvoir l'affirmer avec les autres pays qui, comme nous, avaient des doutes. Et ça, ce sont les jours les plus difficiles qu'on ait eu à vivre parce que c'est évident, il n'y a pas de secret sur la scène internationale. Je pense que nos amis américains et britanniques en avaient soupé de voir les Canadiens qui, en marge du Conseil de sécurité, travaillaient très, très fort pour trouver une solution qui n'était pas l'intervention. You can't compromise between war and no war. You can't be a little war, you know. But you could stretch out the time in between no war and war, and use that time for diplomacy. So we tabled, we thought about it, and we tabled some ideas. We wanted to give ourselves enough time, give the weapons inspectors enough time. This was the key. Give them enough time that they could do their jobs well enough that the international community could be confident about the judgments they reach. Et si les Français avaient décidé de présenter une résolution pour faire allonger le mandat des inspecteurs, c'est évident que là, on aurait été, pour quelques mois ou quelques semaines, on aurait été, nous, Canadiens, satisfaits de l'évolution du dossier. And interestingly enough, the French, who were taking a very strong position on the UN, that there must be a second resolution and it must be passed, told the Americans privately that they should go ahead and attack Iraq. Don't ask for a second resolution. That's one of the surprising dimensions of this story. Moi, j'ai toujours dit, les Français disent non aux Américains peut-être une fois par 6 mois. Nous, on le fait à peu près 10 fois par jour. Ils sont habitués. Les Canadiens, c'est des tannants qui disent non, puis qui défendent la veuve, puis l'orphelin, puis des choses comme ça. Là, ce sont des Boy Scouts, comme ils nous appellent toujours. On est des Boy Scouts. Moi, je pense ça pour un compliment.
Les États-Unis vont avoir un ambassadeur américain à ce moment-là qui va passer beaucoup plus de temps que la diplomatie normale le permettrait à dire sur la place publique que le Canada ne dépense pas assez en défense, qu'on n'est pas à la hauteur. Des critiques, normalement, qu'on n'entend pas sur la place publique de la part d'un ambassadeur, qu'il soit américain ou autre, mais qui va revenir constamment à la charge en laissant entendre que le Canada n'est pas un partenaire fiable. The Americans, at a certain stage, decided that they didn't like what was going on in New York at all, and they decided that they would rid themselves of uncooperative ambassadors. They went into Ottawa, they went into the Prime Minister's office and complained about me and about my leading this opposition. And I got a call from our ambassador in Washington saying that this was going on. And I asked him if he could get it in writing, because I thought that that would be a badge of honor I could put on my lapel and wear it for the rest of my career. But I thought, you know, a little more seriously, this could imply pretty significant problem in Canada-U.S. relations, and I'm not in charge of Canada-U.S. relations, the Prime Minister is. So I phoned him, and I said to him, I informed him what was, you know, what was going on, that the Americans were going to be making a complaint about me. And he said, well, you're a big guy, aren't you? And I said, well, I'm big enough. And he said, well, you do what big guys do. You tell them to go to hell. And that was the end of that story. While we were here in this council chamber debating Resolution 1441 last fall, we know from sources that a missile brigade outside Baghdad was dispersing rocket launchers and warheads containing biological warfare agent to various locations, distributing them to various locations in western Iraq. There were two people who probably could have stopped this train. One was Powell, because he had been selected by his administration for his credibility to come here and make a speech. And he started off by saying, these are not theories, these are facts backed up by the best intelligence there is that I'm telling you. And they went ahead and he charitably misled the entire world on a matter of peace and war. That's very hard to forgive. And the others were the British. Had the British not been basically fabricating intelligence, the dodgy dossier that they used to talk about, which was their evidence that war was, you know, that Saddam Hussein was readying for war. 45 minutes was all the time it took to use a chemical weapon of mass destruction, leaving the impression that this was, you know, 45 minutes, the British were 45 minutes away from an attack. It was all baloney. None of it was true. Vous vous rappelez la présentation qu'avait fait Colin Powell aux Nations Unies? Ça m'avait frappé, j'avais regardé ça. Et j'avais vu les mêmes documents. Et quand il parlait, par exemple, qu'il y avait eu des armements de destruction massive qui étaient partis un soir d'une telle place pour aller à l'autre place, moi, je regardais ça le soir chez moi. C'était des lectures que je faisais, là, pour avoir fermé la télévision et tout ça. Et je dis, mais ça n'a pas d'allure. Tout de suite, ça allumait une lumière. J'ai dit, c'est tellement secret, on n'aurait pas dit des armements de destruction massive, on aurait dit les meubles de la belle-mère sont partis de Trois-Rivières pour aller à Québec, et on n'aurait pas dit c'est des armements de destruction massive. Mais si tu veux vous faire à croire que tu en as, tu dis qu'il y en a qui circulent. Intelligence authorities have claimed that weapons of mass destruction are moved around Iraq by trucks. In particular, that there are mobile production units for biological weapons. Several inspections have taken place at declared and undeclared sites in relation to mobile production facilities. Food testing mobile laboratories and mobile workshops have been seen, as well as large containers with seed processing equipment. No evidence of proscribed activities have so far been found. One can hardly avoid the impression that after a period of somewhat reluctant cooperation, there has been an acceleration of initiatives from the Iraqi side since the end of January. In the lead up to the diplomacy and the war, we were approached by two different American senators, Senator Kennedy and Senator Kerry.
And we told Senator Kennedy that there was no support for the casus belli. Nobody believed that there was grounds for a war, and that it was going to be a very big mistake. And I remember one of my ambassador colleagues saying, you know, if you go ahead with this, it's going to be like swallowing a razor blade. There's no way to extract it. It's not going to be bloody and painful. And Senator Kennedy subsequently voted against the war. He said it's the most important decision he had made in his career. We are convinced that Iraq is substantially contained and that if it cooperates, the disarmament of Iraq can be had without a shot being fired. If by the deadline the government of Iraq were found by the Security Council to be cooperating fully and actively with the inspectors and disarming or otherwise complying with the UN resolutions, a further deadline could be set. These deadlines could be repeated until the disarmament goals of 1441 and 1284 were met, and we were all confident that enhanced ongoing verification and monitoring were likely to be effective. On a bien travaillé aux Nations Unies, et puis il n'y a pas eu une nouvelle résolution. Et on a essayé de retarder ça pour plaire à Blix, qui voulait avoir plus de temps pour établir clairement. Il aurait conclu qu'il n'y avait pas d'armement de destruction massive, c'est ce qui éventuellement, et c'est la conclusion à laquelle il est arrivé, mais la guerre a été déclarée quand même. The reality was the Americans could not persuade even a majority of the members of the Security Council that there was a case for war. There was no vote on the second resolution. Had there been a vote, it would have been 12-3 against. There would have been the vetoes of the Russians and the Chinese and the French, and a majority of the members of the elected members would have voted against the Americans. So the Americans and the British essentially withdrew. Nous n'avons pas la légitimité légale à travers le Conseil de sécurité. Essayons d'obtenir une légitimité morale en formant une coalition, coalition of the willing, d'États qui ont un certain prestige ou une certaine respectabilité internationale, et ça va donner la même caution morale à l'invasion de l'Irak, similaire à celle qui a entouré l'affaire du Kosovo en 1999. Pendant ces dernières semaines-là, je pense que le premier ministre Chrétien et quelques-uns d'entre nous avons bien senti que c'était plus ça le problème. C'était de se défaire de Saddam Hussein. Pour ça, on n'a pas besoin d'une résolution comme telle. On n'attendra pas de voir s'il y en a des armes ou non. On a décidé qu'il faut absolument intervenir, et l'objectif étant de se débarrasser du dictateur. La guerre en Irak de 2003, c'est une des mises en scène les plus efficaces de l'administration américaine concernant une intervention, parce que tout est planifié, tout est orchestré dans la mesure où on voit bien cette intention d'utiliser les médias, autrement dit, pour gagner notre point, pour allier des gens. On sait déjà qu'on n'aura pas l'ONU, on sait déjà qu'on n'aura pas la plupart de nos alliés. Alors, il faut au moins convaincre l'opinion publique américaine. C'est la seule façon de pouvoir ensuite aller au bout de notre plan, c'est-à-dire aller en Irak. Et les journalistes vont justifier après coup, en parlant évidemment du traumatisme du 11 septembre, mais aussi en disant on était persuadés que cette guerre-là allait avoir lieu de toute façon. The American media let down the American people about as totally as they could have done. The American media were either bullied in some cases or became cheerleaders in other cases for the war effort. People were reporting the existence of weapons of mass destruction and saying they were being found. A poll was taken, and a vast majority of American people thought the weapons of mass destruction had been found when none had been found. L'opinion publique canadienne, québécoise, était en majorité contre une intervention qui impliquait des soldats canadiens.
Et les images qu'on voyait, les reportages qu'on avait, c'était des reportages souvent canadiens qui, eux, mettaient beaucoup plus l'accent sur les manifestations, sur les voix discordantes, sur les raisons, justement, qui auraient pu expliquer le 11 septembre, justement, la politique étrangère américaine ailleurs dans le monde, en quoi ça pouvait être lié, tout ça. Donc, je pense qu'on a eu des reportages beaucoup plus objectifs au Canada, ou en tout cas beaucoup plus nuancés au Canada que ce qu'on a pu voir aux États-Unis. L'idée de participer aux guerres anglo-saxonnes est un concept inexistant au Québec. Quand on décortique les chiffres, si on enlève le Québec, c'est sûr que la majorité de l'opinion publique à l'extérieur du Québec penche du côté de la participation du Canada. L'opinion publique était très divisée au Canada. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais je me rappelle que c'était plus ou moins moitié-moitié. Mais moi, c'était pas en fonction de l'opinion publique. J'ai jamais été influencé énormément par les sondages. Je trouve que c'est une méthode très mauvaise pour prendre des décisions. Hein. Dans les milieux d'affaires, dans ce genre de milieu-là, et même beaucoup dans la presse anglophone de l'époque, la question se pose même pas. Pendant plusieurs semaines, on lit les chroniques, les éditoriaux, et la question se pose pas. Jean Chrétien va aller en Irak. Ça va de soi. J'ai des collègues qui ont écrit, un en particulier, que c'est inconcevable qu'on s'exclue de l'alliance anglo-internationale, comme la Grande-Bretagne, que le Canada est toujours allé en guerre avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Australie, et que nous faisons partie du club des pays anglo-saxons. Et qu'à ce titre-là, on ne peut pas faire autrement que d'y aller. Je pense qu'il y a des gens qui vous diront, ben, ça fait partie du jeu. C'est malheureux. Mais dans les guerres, il y a des victimes. Ça fait longtemps qu'on le sait, là. Et probablement que quand ils voulaient appuyer la démarche de George W. Bush, ces gens-là ne pensaient même pas une seconde à nos troupes ou aux troupes de Saddam Hussein. C'était pas une préoccupation. You realize what you're talking about. What you're talking about is a war. What you're going to be authorizing in order to get along with Washington and have a friendly relationship with Washington is having Canadians get killed and kill Iraqis. That's what this comes down to. It's not a question of just making nice. There are real serious and negative consequences to taking a position on that. Moi, je pensais que Chrétien n'y allait pas. En Irak, la seule chose qu'on savait pas, c'était quand est-ce qu'il allait vraiment le dire. Mais là, j'étais au lunch avec des gens qui étaient des gens seniors dans les Forces armées canadiennes et ça leur traversait pas l'esprit qu'on y aille pas. Puis je comprenais leur intérêt parce qu'eux, ils participaient à des opérations conjointes avec les Américains. Et évidemment, il y a plein d'arrangements ou plein de leur propre prestige militaire qui étaient en cause là-dedans. Mais ça m'avait frappé combien ils étaient tous... Mais ils se demandaient même pas. Tellement ça allait de soi dans leur esprit qu'on y allait. On est arrivé à mon bureau, un messager venant de l'ambassade de Grande-Bretagne, c'était même pas l'ambassade des États-Unis, donnant 4 questions auxquelles il fallait répondre avant midi. Je pense qu'on a eu... les questions à 9 heures. C'était particulièrement désobligeant. M. Chrétien, c'est moins fâché que moi. Il est toujours plus cool. Mais on nous demandait en 3 heures, là, même si on n'avait pas trouvé d'armes de destruction massive, d'intervenir. On savait qu'il y avait une crise imminente en Irak. C'était dans les journaux à tous les jours. Les Américains avaient déjà des troupes, des centaines de milliers de troupes tout près de l'Irak, mais on ne savait pas qu'une requête reviendrait ce jour-là. On a décidé de ne pas répondre à ces questions-là avant midi, ni avant 13 heures, ni avant 14 heures, mais on a informé les 2 ambassades ici à Ottawa que le premier ministre prendrait la parole devant le Parlement parce que c'est aux Canadiens qui doit parler, non pas aux Américains ou aux Britanniques. On craignait qu'il y aurait une fuite de Washington, alors que la décision serait déjà annoncée à partir de Washington et ça serait probablement annoncé d'une façon américaine. Je pense que jusqu'à la fin,
Ils avaient la certitude, semble-t-il, que les Canadiens allaient plier. Et si les Canadiens pliaient, il y a d'autres pays qui suivraient. Non seulement il y a cette opération-là, mais c'est la personne qui demande. Et la personne qui demande, c'est George W. Bush. Et ça a de l'importance. Chrétien aurait donné à Clinton une plus grande chance de présenter les arguments pour cette offensive-là. Si Clinton, parce qu'il y a un gros si là-dedans. D'autre part, si Clinton avait posé la question, les gens qui s'y opposaient au Canada, à l'intérieur du Parti libéral, au Québec ou ailleurs, auraient été moins déterminés à s'opposer à la participation du Canada parce que c'est Clinton qui aurait demandé. Si c'était Obama qui avait demandé, la dynamique au Canada aurait été complètement différente. Si Trump, demain matin, appelle Justin Trudeau pour lui demander de s'embarquer dans une aventure, est-ce que quelqu'un doute de ce qu'on va dire non? J'ai dit, s'ils veulent avoir une réponse, ils vont en avoir une aujourd'hui. Alors, j'ai fait venir Claude Laverdure à mon bureau et Goldenberg. On a écrit ma déclaration qui a duré 45 secondes. On m'a beaucoup reproché de ne pas avoir fait un long discours. Le premier ministre était un peu nerveux. Il était, écoutez, c'est une grosse décision. Est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'annonce ça aujourd'hui? Est-ce que je peux pas faire ça demain? Alors, comme c'était un peu tendu dans la salle, j'ai fait une farce. J'ai dit, écoutez, vous auriez dû faire ça hier. Et entre hier et demain, peut-être le moyen, c'est aujourd'hui. Puis tout le monde a ri. Il dit, correct, je vais le faire. Mr. Speaker, the situation in Iraq is moving towards imminent crisis and military action. Canadian forces have been on the ground there for some time. In fact, 150 military personnel are involved in joint command arrangements with British and American troops on the ground. Is this deployment continuing? Will these personnel remain in the event of war with Iraq? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, I want to set out the position of the Government of Canada. We believe that Iraq must fully abide by the resolution of the United Nations Security Council. We have always made clear that Canada will require the approval of the Security Council if we were to participate in military campaigns. Over the last few weeks, the Security Council has been unable to agree on a new resolution authorizing military action. Canada worked very hard to find a compromise to bridge the gap in the Security Council. Unfortunately, we were not successful. If military action proceeds without a new resolution of the Security Council, Canada will not participate. La Chambre des communes a explosé. L'NPD et le Bloc québécois étaient debout, une ovation debout, merci, merci, merci. Les conservateurs, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là, ils ne savaient pas quoi dire. Et puis, c'est venu comme un choc aux réformistes. M. Harper était dégoûté par la réponse. When they made the announcement, it was clear it was not provocative to the Americans, but it was a self-respecting statement. But once they made the announcement, in question period, all hell broke. Everybody cheered. People stood up and clapped, and there was a lot of that going on. A lot of self-congratulations going on, and that irritated the Americans. Quand le premier ministre Chrétien s'est levé en chambre pour lire son petit texte, là, qui finalement a été très bien accueilli par la population canadienne, au moment où il se levait, moi, j'ai cessé de regarder mon téléviseur. Et puis, j'ai parlé à Condoleezza Rice. Et je lui ai fait l'annonce. Je dirais avec 1 minute de retard sur M. Chrétien. Et ce qui m'a prouvé qu'on avait bien géré ce dossier-là jusque-là, c'est qu'elle s'est dite très déçue, très, très déçue, mais non surprise. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing.
l'opinion publique est virée sur l'Irak beaucoup plus rapidement. Au Canada, certainement plus rapidement qu'aux États-Unis, mais quand même, ça n'a pas pris beaucoup de temps avant que tout à coup, de plus en plus de gens disent « C'est quoi le plan? Qu'est-ce qu'on fait là? » Et dans ce sens-là, Chrétien a été chanceux parce qu'il y avait un côté tellement pas réfléchi à ce qui arrive après, du côté américain, que ça raccourcit le temps entre sa décision et le moment où l'opinion publique dit « Ouais, finalement, c'était la chose à faire », mais c'est pire que l'opinion publique qui dit « C'est la chose à faire ». Pendant les mois qui ont suivi, le Parti libéral a monté systématiquement dans les intentions de vote à des sommets qu'on n'avait pas vus pendant le règne de Jean Chrétien, dont les gens étaient fatigués. Hein? Et à ce jour, il y a des gens qui se promènent puis qui disent Jean Chrétien, sa décision sur l'Irak, ça a été comme le moment qui, pour beaucoup de gens, a défini tout le reste. Une chose qui est importante en rétrospective, c'est que c'était la première fois qu'il y avait une guerre où les Américains et les Anglais étaient là et les Canadiens n'y étaient pas. Et pour moi, c'était probablement la plus grande affirmation de l'indépendance du Canada au cours des 50-75 dernières années. Notre conclusion, à la fin de cette journée où le premier ministre a pris la parole au Parlement, c'est-à-dire, non pas « ouf, on est soulagé », mais on a tout fait. Et il n'y a personne qui va empêcher les Américains ou les Britanniques d'intervenir. Alors, ils se sont créés, soi-disant, un groupe de pays bien intentionnés que je ne veux pas ridiculiser, mais il y en a quand même, il n'y a pas beaucoup de poids lourds là-dedans, là. La France a dit non, le Mexique a dit non, le Chili a dit non, l'Allemagne a dit non. Une bonne partie des membres de l'OTAN ont dit non. Regardez, le Canada, qui est un pays qui est vu comme pacifique, qui est vu comme étant un médiateur, qui est vu comme étant champion des casques bleus, etc., bien, voyez, il nous appuie. Alors, c'est ça qu'on voulait aller chercher et c'est ça qu'on n'a pas réussi à obtenir par ailleurs. Donc, effectivement, c'était pas tant les soldats, mais les soldats canadiens se seraient retrouvés sur le terrain, sans doute aussi, tôt ou tard, si le Canada avait accepté cette mission. L'armée américaine est pas mal grande. Alors, ils n'avaient pas vraiment besoin de nos troupes. Ils auraient au moins voulu avoir un appui moral, notre nom sur une liste. Parce qu'ils avaient une liste des petits pays. Il y a des pays qui ont envoyé 5 soldats. Mais il y avait au moins l'appui moral, l'appui public. Et c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient des troupes, mais ils voulaient un appui public. Et ça, on a dit non aux troupes et on a dit non à un appui public. Et ça, c'était une grande décision. The moral argument was an important argument. It was important to say, this is not a good idea. This is not a legitimate war. This is a war of first choice, not last resort, and we are not participating in it. Now, some people try to say, well, you're participating in it anyway because you got a ship in the Gulf and it's part of Afghanistan, but, you know, it's going to have some impact. Nobody other than our Canadian critics really believed that argument. Certainly the Americans didn't see it as in my experience at least, here in New York, didn't regard us as being de facto participants. Les Américains eux-mêmes ne nous ont, à ce que je sache, moi, ne nous ont jamais menacés de représailles. C'était plutôt des Canadiens qui pensaient qu'on allait être pénalisés. Et certains pays amis aussi qui craignaient qu'on s'en était trop mêlé pendant les dernières semaines. Les hommes d'affaires avaient peur. Je me rappelle une conversation que j'avais eue avec des hommes d'affaires à ce sujet-là, qui avaient peur que les Américains se vengent contre nous. Et je me rappelle de leur avoir dit, OK, donnez-moi la liste de tous les biens, de tous les services que les Américains achètent de nous et qui n'ont pas de besoin. J'attends encore la liste. Il n'est jamais arrivé, parce que les affaires, c'est les affaires. You always have a choice. The question isn't whether you have a choice, it's what the price is. And in this particular case, we were prepared to pay that price, and the price turned out to be trivial. One presidential visit delayed, some unhappy Canadian business people who pretty soon came around to the same conclusions we did.
Lorsque les Américains ont vaincu Saddam Hussein, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive, que c'était un grand mensonge, etc., etc. Les néoconservateurs aux États-Unis, au lieu de dire « oups, là on a fait une erreur », ils savaient, ils montaient eux-mêmes. Ils savaient qu'ils montaient. Donc leur réaction a été de dire « on sait où est-ce qu'ils sont. Ils sont en Syrie. Donc il faut aller en Syrie les chercher. » Le Canada a toujours hésité à intervenir de cette façon-là en disant, bon, avant de renverser quelqu'un, il faut avoir un plan B. On le remplace par qui? Un dictateur qu'on abat n'est pas nécessairement le lendemain remplacé par un grand démocrate qui a une longue tradition d'élection à la canadienne et puis qui fera pas des règlements de compte. Évidemment, l'erreur qu'ils ont faite, c'est qu'ils n'avaient pas prévu qu'est-ce qui va se passer après. Et c'est un peu toujours... on s'enthousiasme. C'est ce qui est arrivé en Libye. C'est un peu ce qui est arrivé en Égypte. On devient enthousiaste quand il arrive quelque chose, mais il faut prévoir qu'est-ce qui va arriver plus tard. Alors, c'est un désastre. Qu'est-ce qui est arrivé après l'Irak? Ils ont fait toutes sortes d'erreurs. Quand ils ont mis tous les soldats sunnis dehors, qui étaient de la gang de Saddam, puis ils ont remplacé par des chiites. Alors, ces sunnis-là sont devenus l'ISIS d'aujourd'hui. Et c'est le bordel depuis ce temps-là. Quand on regarde les États-Unis aujourd'hui et depuis le 11 septembre, c'est exactement ça. C'est le Patriot Act qui suspendait les libertés, c'est les murs aux frontières, c'est la restriction de l'immigration musulmane, c'est tout ça qui est la résultante encore de ce 11 septembre-là et de la guerre en Irak. Donc, effectivement, cette réaction-là des États-Unis en Irak va servir des terroristes et ultimement desservir la population américaine. The only thing that was between sort of war and no war was our compromise. If the Americans had accepted that compromise, the entire situation that we're in now would probably be different. Whether the Iraq civil war would have, or the Syrian civil war would have happened, the Iraqi upset, all of the instability in the Middle East, if the Americans hadn't militarily intervened, there's a good chance, I would say, and a very strong argument can be made that all of the things that have followed would not have followed. On a prétendu combattre un dictateur, mais comparant les chiffres, combien de gens sont morts sous la dictature de Saddam Hussein, combien d'Irakiens sont morts depuis la mort de Saddam Hussein. Les Américains qui ont décidé d'envahir l'Irak pensaient qu'ils pouvaient garder le contrôle sur les possibles conséquences néfastes. Mais aujourd'hui, l'expérience nous montre très bien qu'ils n'avaient absolument aucun moyen de contrôler ces conséquences-là. Et ce qui est dramatique, c'est que ceux qui payent, ce sont les populations de la région, d'abord et avant tout, parce que dans la région, les morts se comptent par centaines de milliers. Et pour moi, c'est la définition de l'irresponsabilité politique. Lorsque vous n'avez absolument aucun égard aux conséquences de vos propres actions. One of my Arab ambassador colleagues, a very thoughtful person, said, "It'll take you 60 days to win this war. It'll take you 60 years to impose stability there. But it'll be 600 years before the Arabs forget what you've done to them."